Voilà, je tiens tout d'abord à remercier la Fondation Claude Lévy, sa présidente Carole Reich et voilà, tout le comité scientifique voilà, d'avoir sélectionné et soutenu ce projet de film documentaire. Je vais reprendre ici un peu la genèse de ce projet intitulé Lazare Silberman, qui est en cours de fabrication, en cours de tournage. Voilà, il y a eu un travail d'écriture assez long. Et donc moi je suis réalisateur, et en tant que réalisateur j'ai travaillé sur des films aux formes très différentes, de la fiction au documentaire, mais dans mes projets reviennent souvent le fait d'interroger la place du corps et celle de la parole, et comment chacun prend part à une révélation du réel. Et aussi comment le corps et la parole nous parlent à leur manière du temps qui passe. Concernant ce film, j'ai depuis longtemps le désir de faire un film sur la mémoire, sans trouver véritablement le déclencheur du projet. Et puis, j'ai retrouvé des films de famille que je n'avais encore jamais visionnés, des films en noir et blanc dans un format très ancien, tournés entre 1947 et 1949 par mes grands-parents paternels. Ce sont des films de vacances, les premières vacances après la guerre. Et les films de famille ont cette vocation à montrer que tout va bien. Dans ces films, je découvre le visage de mon père, âgé de 11 ans, rarement filmé seul, et toujours dans des scènes de jeu, de rire, où mon père est constamment entouré de ses parents et d'autres membres de la famille, comme un tout indissociable. Ces films m'ont tout de suite fasciné par leur énergie débordante, excessive, qui les traverse et qui semble le moteur d'une nécessité de vivre et de se raccrocher à la vie coûte que coûte. Je prendrai plus tard conscience, à mesure que j'engage mes recherches, que j'ai là sous les yeux des films de retrouvailles dans lesquels mon père retrouve son père qu'il n'a pas vu depuis août 1939, alors qu'il est âgé de 3 ans, date à laquelle mon grand-père part rejoindre dans l'Est de la France le 621e régiment des pionniers à Nancy, et qui sera par la suite prisonnier de guerre à partir de 1940 dans différents stalags et Arbeitskommandos israélites en Allemagne jusqu'en 1945. C'est donc dans ces films une famille qui se retrouve, malgré les séparations, et ceux qui n'en sont pas revenus. Ces films de l'après opèrent comme un cache le début d'un long silence sur ce qu'il s'est passé avant. En regardant ces films de famille d'après-guerre, je cherche à regarder au travers pour retrouver les traces d'un passé enfoui. Je savais que mon père portait le nom de Lazare Silberman à sa naissance et que moi, je l'ai toujours connu sous le nom de Claude Sylvestre. Par contre, je n'avais pas connaissance des conditions de ce changement de nom et de la disparition de Lazare Silberman. C'est à partir de 1949 que nous nous appellerons officiellement Sylvestre. Ce nom porte en lui mon histoire. En 1943, ma grand-mère travaille à la mairie de Mâcon en tant que comptable et change Nadia Silberman pour Nicole Sylvestre. C'est sous ce nom qu'elle fait des faux papiers pour les personnes recherchées par la Gestapo et ceux appelés à partir pour le STO. Ce nom de guerre inventé par ma grand-mère en s'engageant dans la résistance est une fabrication dont l'origine se trouve dans Silberman, qui détient une part de mes racines. Alors à ce moment, Sylvestre a un sens. Après la guerre, mon grand-père, maroquinier, crée son entreprise de maroquinerie avec ma grand-mère, qu'il appellera Maison Berma. Dernière trace de Silberman. Ce film portera une attention particulière à chaque transformation des noms, comme autant de signes de bouleversement et de disparition. De Lazare à Claude, de Nadia à Nicole, de Silberman à Sylvestre. Je prends conscience du silence qui entoure cette histoire depuis toujours. Et ce silence a fait simultanément ressurgir en moi le souvenir douloureux de la maladie de mon père, une maladie d'Alzheimer survenue à l'âge de 59 ans, c'est-à-dire très jeune, alors que j'étais encore adolescent. Nous n'avons pas eu assez de temps pour apprendre à nous connaître, pas assez de temps pour qu'il puisse un jour me raconter l'histoire de son enfance cachée parce que juif.
Une histoire toujours tenue à distance, comme faisant définitivement partie du passé. J'aurais aimé entendre ces mots, pouvoir lui poser des questions, comme un lien supplémentaire qui aurait pu exister entre nous. Aujourd'hui, c'est finalement son regard tendu vers moi, perdu dans l'oubli et le silence qui me reste, et qui parfois a tendance à occulter les images que j'ai de lui avant la maladie. Aujourd'hui, je me dis que le regard de mon père, quelque part, devait encore conserver les images d'un vécu qui ne sera jamais partagé, et qu'il a dû vivre avec cette histoire, ses souvenirs, des images, des sensations, qui l'ont sûrement accompagné à chaque moment de sa vie. Avec la maladie d'Alzheimer, les fonctions de contrôle se relâchent, celles qui permettent justement de laisser à distance certains souvenirs anciens. Aurait-il, au seuil de sa vie, retrouvé ses premiers souvenirs, ceux des maisons d'enfants, de sa traversée de la France en compagnie de sa mère, et des moments de solitude et de peur? Retrouver Lazare Silberman, c'est refaire surgir la mémoire de ce qui a été occulté, puis englouti par la mémoire, par la maladie. Faire ce film, c'est redonner du sens, non pas dans une justification impossible à trouver face à l'absurdité et la violence, mais dans la façon de les accueillir. Faire des images, rencontrer, toucher les archives, et même tout simplement prendre le temps de penser cette histoire, c'est l'accueillir. Je comprends alors avec évidence la volonté ancienne de faire un film sur la mémoire, celle de mon père, qui enfant avait dû se cacher, faire disparaître sa propre identité, et qui plus tard avait vu sa mémoire s'évanouir inexorablement. À travers ce film, il s'agit de reconstruire cet échange avec mon père qui n'a pas eu lieu, non pas à travers la parole de mon père, mais à travers le regard de son fils. Une façon de rendre à nouveau visible la continuité d'une histoire et réparer la chaîne qui me lie à mon père. Moi qui questionnais dans mes films le corps et la parole, il sera question ici d'aborder l'impossibilité auquel ce film se confronte inévitablement, l'absence du témoin. Seul un film pour moi peut être une réponse personnelle, singulière, qui peut rendre compte de cette aventure intime et universelle de qui nous sommes et de quelles expériences passées nous sommes faites. C'est donc un film contre l'oubli de mon père, de son histoire, de mon histoire donc, et celle de mes enfants. Et plus largement, mettre en lumière le cheminement de chacun face à une histoire qui nous appartient avant que nous en prenions conscience et dont nous devenons acteurs. Faire ce film, c'est aussi lutter contre une part de mon oubli que je cherche à conjurer, le fait de ne plus exister dans la mémoire de mon propre père, une part de notre existence tient dans la mémoire que l'autre a de nous. Cette reconnaissance dans le regard de l'autre, c'est aussi cela, la sensation d'exister. Ce film est une quête qui entrelace l'histoire de mon père, mais aussi mon propre cheminement, les rencontres que je fais, notamment avec des anciens enfants juifs cachés, derniers témoins survivants de la Shoah, comme Salomon Malmed et Jacqueline Aboud, qui ont tous deux séjourné à la Chaumière en même temps que mon père. Lors d'entretiens filmés, Salomon Malmed replonge dans ses souvenirs, lui qui a quitté sa mère à l'âge de 4 ans pour ne plus jamais la revoir, et qui avait voyagé de maison d'enfants en famille d'accueil pour finir son périple à la Chaumière, à Saint-Paul-en-Chablais, en Haute-Savoie. Il me parle de ses souvenirs douloureux, mais aussi de ses souvenirs heureux, les souvenirs d'un enfant, finalement, de l'émerveillement de la nature environnante, des montagnes, de la découverte de la neige qui scintille au soleil. Et je suis bouleversé car je sais par ma mère que mon père conservait lui aussi des souvenirs intenses de nature, de cette époque à la Chaumière. Je sens que je touche là, avec ce témoignage, la force de l'enfance, celle qui endure et parvient malgré tout à s'émerveiller. Ces rencontres sont presque irréelles pour moi, comme de me rendre à la Chaumière, à Saint-Paul-en-Chablais, ou au château des Avenières à Creuzeil, en Haute-Savoie, maison d'enfants, dans lesquelles mon père a séjourné, où je fais mes propres traces, dans lesquelles je me rends physiquement là où le souvenir des expériences ont été gravés dans la mémoire de mon père et de tant d'autres enfants juifs. Le film d'ailleurs porte une attention particulière au lieu, ceux d'hier et d'aujourd'hui,
Comme cette maison en Ardèche achetée par mes parents il y a 50 ans et dans laquelle j'ai passé la plupart de mes vacances, et où je continue de venir avec mes enfants, que mon père a souhaité pour nous réunir, en souvenir des paysages environnant les maisons d'enfants dans lesquelles il a été caché. C'était pour lui la tentative de garder et transmettre un lien mémoriel avec son enfance, sans jamais en parler comme tel. Un autre élément essentiel du film et de son déclenchement ont été les archives que je découvre, celles conservées par ma grand-mère, celles de Lozé, sur mon père, et celles que je trouve au Centre des victimes de la guerre à Caen et au mémorial de la Shoah sur ma famille paternelle. Dans une vieille boîte des années 50, je découvre des archives de la famille conservées par ma grand-mère. Lettres, photos, documents de l'administration de Vichy, carnet de captivité de mon grand-père, empilés en désordre. Mon premier sentiment à la vue de ces archives est une forme d'incompréhension, d'impuissance, comme si j'arrivais trop tard, comme si la tâche pour arriver à en comprendre le sens me semblait insurmontable. Pendant 2 ans, je me plonge dans les archives à la recherche d'une chronologie de cette histoire. Ce que je savais était extrêmement limité, tellement limité que je me demande même comment cela est possible. Mes recherches se poursuivent, et je dirais presque s'intensifient comme une sorte d'aspiration, d'obsession à savoir, à découvrir, à accumuler, avec l'émotion et le trouble de découvrir que des documents existent. Au Centre des victimes de la guerre, à Caen, je me retrouve nez à nez devant des dossiers dont la couverture porte inscrit en gros les noms de ma famille. Silberman, Pawlowski. C'est un choc, un retour aux racines. Au mémorial de la Shoah, je découvre le document de déportation à Auschwitz de 1942, du grand-père maternel de mon père, Henri Pawlowski, d'un de ses oncles, Simon Pawlowski, âgé de 15 ans, alors qu'ils cherchent à traverser la ligne de démarcation en partant d'Angers, où ils sont venus se réfugier alors que la Gestapo réquisitionne la maison familiale en banlieue parisienne. Au même moment, la mère de mon grand-père est arrêtée aussi à Paris pour non-port de l'étoile juive et sera déportée dans le même convoi. Au moment de l'arrestation d'Henri Pawlowski et de Simon Pawlowski, par miracle, ils arrivent à faire parvenir l'information à ma grand-mère, qui quitte précisément Angers avec mon père pour Marseille puis Mâcon. Dans le film, indépendamment de leur charge historique, les archives personnelles ou celles que je découvre dans les centres d'archives appellent la manipulation. Cette manipulation induit un contact physique où le corps est engagé, un rapport de proximité avec un objet d'une autre époque qui s'adresse à moi. Je cherche alors à me rapprocher du grain du papier, des écritures manuscrites, des visages et corps sur les photos. Observer les photos à la loupe, à la recherche de mon père, mettre en lumière cette netteté auréolée de flou, c'est rendre compte de la mémoire traumatique, une mémoire hypermnésique qui se souvient d'éléments extrêmement précis, avec autour des contours flous du reste de l'événement. Ces recherches sont une étape bouleversante parce qu'elles redessinent l'histoire par fragments, avec des trous, des manques, des silences. Elles me révèlent aussi, en faisant face à la déception, combien l'essentiel reste pour toujours inaccessible, recueillir le témoignage de mon père, échanger avec lui sur ce qu'il a ressenti et les souvenirs qui lui resteraient aujourd'hui. Le film dont je vous parle reste à faire, de nombreuses séquences restent encore à tourner. Un film comme celui-ci est une expérience longue car il nécessite de comprendre ce que l'on vient chercher et donner à voir, et surtout comment le donner à voir. C'est pourquoi, encore une fois, je tiens à remercier la Fondation pour cette bourse qui permet ce travail d'élaboration fine, sensible, qui ne peut que bénéficier au film. Et puis la force du film documentaire, c'est aussi comment ce qui s'entrevoit à l'écriture, et à travers les nombreux déplacements et rencontres lors des repérages, se transforme au contact du réel, et apporte cette part d'imprévu qui nous échappe et qui participe à sa résolution. Enfin, le film doit porter en lui l'expérience de la tentative, aller à la rencontre du réel et de soi-même pour ressentir ce qui relie. Merci. Voilà, pour
terminer, je peux vous présenter un petit teaser qui voilà, c'est vraiment en cours de fabrication avec les images déjà tournées. Voilà. C'est histoire sans parole. On n'entend rien, Benjamin. Le son. Est-ce qu'on peut augmenter le son, s'il vous plaît? Il faut peut-être mettre. Si on peut baisser la lumière aussi. Tu as pas la